Sous le désert soudanais, des archéologues ont mis au jour une pyramide noire enfouie sous le sable, comme si elle avait été destinée à disparaître. Le Soudan abrite déjà des centaines de pyramides nubiennes, mais celle-ci ne ressemble à aucune autre. Sa couleur, sa géométrie et le fait même qu'elle ait été enterrée la distinguent de tout ce qui a été découvert dans la région. Qui a construit cette pyramide? Et pourquoi a-t-elle été volontairement ensevelie? Les premières preuves pointent vers une vérité suffisamment puissante pour dissimuler des indices sur le fonctionnement réel du pouvoir et des rituels nubiens, et sur les raisons pour lesquelles certains aspects n'étaient jamais destinés à voir la lumière du jour. Le Soudan, terre de pyramides oubliées. Bien avant que l'Égypte ne devienne célèbre pour ses monuments, une autre civilisation africaine bâtissait déjà son héritage en pierre. Dans les déserts de l'actuel Soudan, le royaume de Kouch s'est développé et a prospéré pendant plus de 1000 ans, d'environ 1000 avant notre ère jusqu'à 350 de notre ère. Les Kouchites ont construit plus de 255 pyramides, soit plus du double de celles que l'on trouve en Égypte, faisant de leur territoire l'un des plus grands centres de construction pyramidale de l'histoire. Parmi les sites les plus célèbres figurent Méroé, Nouri et El Kourou. Méroé, en particulier, se distingue. Pendant des siècles, elle fut la capitale du royaume de Kouch. Idéalement située le long de grandes routes commerciales, elle reliait l'Afrique subsaharienne à l'Égypte et au monde méditerranéen. Des caravanes chargées d'or, d'ivoire, d'ébène et d'animaux exotiques traversant la ville. Cela faisait de Méroé non seulement un centre politique, mais aussi un pôle de richesse et de commerce. Pourtant, pendant longtemps, le monde l'ignora presque totalement. L'Égypte monopolisait l'attention, ses pyramides étaient plus grandes, plus anciennes et abondamment décrites par voyageurs et savants. A l'inverse, celle de Kouch se dressait dans des déserts hostiles et isolés où peu d'étrangers s'aventuraient et ceux qui y allaient écrivaient rarement sur ce qu'ils voyaient. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les choses commencèrent à changer. Au début des années 1800, des récits circulèrent en Europe à propos d'étranges structures oubliées enfouies dans les déserts du nord du Soudan. Intrigués, les explorateurs européens partirent les découvrir par eux-mêmes. Parmi les premiers figurait Frédéric Cailliot, un minéralogiste et explorateur français. En 1821, il atteignit le site antique de Méroé. Ce qu'il vit le stupéfia. Des dizaines de pyramides hautes et abruptes surgissaient du sable. Certaines étaient brisées, d'autres à moitié ensevelies. Le temps et les éléments les avaient érodées, mais il était évident qu'elles avaient été construites avec intention et précision. Cailliot n'était pas le seul à être fasciné par ces ruines. Dans les années 1840, Karl Richard Lepsius, un égyptologue allemand, mena une expédition bien plus organisée. Son équipe cartographia soigneusement les pyramides et documenta les tombes qu'elles contenaient. Très vite, Lepsius comprit quelque chose d'essentiel. Ces structures n'étaient pas égyptiennes. Elles appartenaient à une autre civilisation antique, le royaume de Kouch. En étudiant les pyramides et les sépultures royales qu'elles abritaient, il les relia aux pharaons de la 25e dynastie d'Égypte, dont beaucoup étaient originaires de Kouch. Pour la première fois, les chercheurs commencèrent à considérer les Kouchites non seulement comme les voisins de l'Égypte, mais comme des souverains et bâtisseurs de pyramides à part entière. En approfondissant leurs recherches, Lepsius et d'autres découvrirent quelque chose d'encore plus intrigant. De nombreuses tombes contenaient des inscriptions gravées dans la pierre. L'écriture ne ressemblait en rien aux hiéroglyphes égyptiens. Il s'agissait d'un système mystérieux que personne ne pouvait lire. Aujourd'hui, on l'appelle l'écriture méroïtique, et une grande partie reste encore indéchiffrée. Les objets retrouvés dans les tombes en disaient long sur la culture kouchite. Des peintures murales représentaient des dieux et des animaux, suggérant une forte croyance en l'au-delà et en la protection divine des morts. Des statues et objets religieux révélaient des rituels funéraires élaborés, comparables à ceux de l'Égypte, mais enrichis de symboles et de traditions propres à Kouch. De fines poteries et des sièges cérémoniels témoignaient d'une vie de cour marquée par la richesse et le statut, indiquant que les personnes enterrées appartenaient à une élite dotée d'un immense pouvoir.
Bien que de nombreuses pyramides aient été pillées depuis longtemps, certaines restaient intactes. Au début du XXe siècle, des archéologues soudanais et étrangers poursuivirent les fouilles. Leur travail les mena vers d'autres sites majeurs, notamment Nouri, où d'autres pyramides se dressaient dans le silence. Parmi les défunts qui y reposaient figuraient des rois puissants comme Taharqa et Tantamani. Ces souverains n'étaient pas seulement des dirigeants couchites, ils avaient aussi régné sur toute l'Égypte. Et pourtant, malgré ces découvertes impressionnantes, les chercheurs n'avaient fait qu'effleurer la surface. Sous ces mêmes déserts, quelque chose de bien plus troublant attendait d'être révélé. Une pyramide noire qui défiait tout ce que l'on croyait savoir sur le passé nubien. Avant d'en arriver là, les archéologues firent d'autres découvertes surprenantes dans le sable. Certaines histoires évoquent des trouvailles étranges, des restes inattendus, des objets rituels et même des pierres capables de produire un son lorsqu'on les frappait. Au cours des dernières années, les chercheurs sont retournés dans les champs de pyramides du Soudan avec des outils plus avancés, radars pénétrant le sol, scanners 3, des hautes résolutions et une multitude de nouvelles questions. Leur objectif était de découvrir des secrets que les premiers explorateurs avaient manqués. Selon certains récits, encore débattus, ils auraient découvert les restes d'une petite pyramide partiellement enfouie. À l'intérieur, on aurait trouvé des objets funéraires habituels comme des poteries et des amulettes, mais aussi quelque chose d'inattendu, les restes d'un cochon. Dans les traditions nubiennes et égyptiennes, le cochon était considéré comme impur et rarement associé aux sépultures d'élite. Si cette découverte est authentique, sa présence suggère un geste intentionnel, chargé de sens. Les mêmes récits mentionnaient deux autres objets tout aussi énigmatiques. L'un était un petit récipient contenant une sorte d'onguent pour les yeux, peut-être utilisé dans des rituels ou destiné à préparer le défunt pour l'au-delà. L'autre objet était encore plus étrange, un ensemble de pierres capables de produire un son clair et résonnant lorsqu'on les frappait. Ces pierres sonores semblaient avoir été choisies spécifiquement pour leurs propriétés acoustiques. Très vite, les spéculations se multiplièrent. Certains suggérèrent que le cochon faisait partie d'un rituel local oublié. D'autres pensaient que les pierres étaient utilisées lors de cérémonies, peut-être même jouées pour guider l'esprit du défunt dans l'au-delà. D'autres encore avançaient que ces objets pouvaient simplement être des effets personnels, reflétant un individu dont les croyances différaient des normes de la société couchite. Aucun consensus n'a jamais été atteint, et les preuves solides restent rares. Mais qu'elles soient vraies ou non, ces histoires illustrent à quel point les sables du Soudan brouillent facilement la frontière entre réalité et légende. Et pourtant, aussi surprenant que puissent être le cochon et les pierres musicales, ils ne sont rien en comparaison de ce qui allait suivre. Une découverte bien plus troublante attendait les chercheurs. Une découverte capable de glacer même les archéologues les plus expérimentés. Une pyramide comme aucune autre. Les archéologues qui étudient les images satellites du nord du Soudan ont souvent souligné combien cette région demeure mystérieuse. Plusieurs facteurs expliquent cela. Instabilité politique, dunes de sable en mouvement, accès limité et manque chronique de financement. En conséquence, de vastes zones de la Nubie n'ont jamais été explorées, leurs secrets restant enfouis sous le sable. C'est dans ce contexte qu'une image satellite attira l'attention d'une petite équipe de recherche. En analysant une zone désertique éloignée, loin des sites connus comme Méroé ou Nouri, ils remarquèrent une forme inhabituelle. L'image révélait un contour anguleux, net sous le sable, se distinguant clairement des formations naturelles environnantes. L'endroit était totalement isolé, sans aucune trace d'exploration antérieure. Pour l'équipe, cela ressemblait au reste enfoui d'une structure artificielle. Ils décidèrent de se rendre sur place. Après plusieurs jours de progression dans des conditions désertiques difficiles, l'équipe atteignit finalement le site. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Partiellement enfouie dans le sable se trouvait une pyramide. Mais ce n'était pas une pyramide couchite ordinaire. Elle était construite en pierre volcanique noire. Ce choix de matériaux était immédiatement frappant. La plupart des pyramides connues du royaume de Kouch
sont construites en grès ou en granit, des matériaux courants dans la région. La pierre volcanique, en revanche, n'avait jamais été utilisée dans une pyramide documentée au Soudan. Certes, ce type de roche existe naturellement dans certaines zones du pays, notamment autour du désert de Bayouda et du Jebel Mara. Mais son utilisation dans une structure pyramidale restait totalement inédite. La forme de la pyramide correspondait au style nubien classique, étroite, aux pentes raides. Mais son emplacement soulevait des questions dérangeantes. Pourquoi construire une structure aussi élaborée et unique, si loin des centres connus du pouvoir couchite? Elle se trouvait à des kilomètres de toute nécropole royale ou grande cité. Certains archéologues commencèrent à envisager qu'il puisse s'agir de la tombe d'un individu volontairement séparé de la lignée royale principale. D'autres suggérèrent que le site avait été caché intentionnellement, peut-être pour des raisons spirituelles ou pour empêcher qu'on ne le découvre. La pierre volcanique noire ajoutait une dimension supplémentaire au mystère. Certains membres de l'équipe avancèrent que la couleur et la rareté du matériau pouvaient avoir une signification symbolique. Dans de nombreuses cultures, la pierre noire est associée à la mort, à la protection ou à la transformation. Il est possible que les bâtisseurs de cette pyramide lui aient attribué une importance rituelle particulière. Mais ces hypothèses restaient prudentes. Aucun texte ni inscription connue ne permettait d'expliquer clairement le choix du matériau ou de l'emplacement. Le secret entourant la découverte ne fit qu'amplifier le malaise. L'information ne fit pas la une des journaux. Au lieu de cela, elle circula discrètement dans quelques cercles académiques et groupes spécialisés en archéologie. Même au sein de ces cercles, les discussions restaient feutrées. Certains membres de l'équipe évitaient d'en parler lors de conférences, craignant que leurs collègues ne rejettent la découverte comme exagérée, voire comme une supercherie. Aucun rapport complet de fouilles ne fut officiellement publié. Cela alimenta les spéculations. Le site était-il trop inhabituel, trop controversé pour être présenté immédiatement à la communauté scientifique? En archéologie, il n'est pas rare que des découvertes étranges ou difficiles à interpréter soient retardées avant publication. Parfois, cela s'explique par un manque de preuves solides, d'autres fois par la peur d'une mauvaise interprétation ou de critique. Mais dans ce cas précis, le silence semblait différent, plus lourd, plus intentionnel. En privé, ceux qui avaient vu les premiers rapports ou participé à l'expédition décrivaient leur expérience avec des mots chargés d'émotion. Certains avouèrent que la pyramide de pierre noire leur avait causé des cauchemars pendant des semaines. Un chercheur écrivit dans un courriel privé, qui fut plus tard partagé entre collègues, que le site lui donnait une impression profondément dérangeante. Il disait ne pas pouvoir se défaire de l'idée que la pyramide avait été enterrée volontairement. Puis vint le moment décisif. Lorsque l'équipe d'excavation pénétra enfin dans la chambre intérieure de la pyramide, elle comprit immédiatement qu'elle se trouvait dans un lieu sans équivalent parmi les tombes nubiennes étudiées jusque-là. Dès les premiers pas dans le couloir d'entrée, les différences étaient frappantes. Le passage était anormalement étroit et incliné, obligeant les archéologues à avancer lentement, presque à tâtons. Chaque mouvement devait être calculé. L'air à l'intérieur était immobile, sec, comme figé dans le temps. Rien ne semblait avoir perturbé cet espace depuis des siècles, peut-être même plus de 2000 ans. Il n'y avait aucun signe d'intrusion, aucune trace de pillard, aucune marque laissée par des animaux. Tout indiquait que la pyramide était restée scellée depuis son origine. Ce silence, intact, renforçait l'impression troublante que ce lieu n'avait jamais été destiné à être rouvert. Et à mesure qu'il progressait plus profondément dans l'obscurité, une sensation étrange s'installait parmi les membres de l'équipe. Un mélange de fascination et d'inquiétude. Quelque chose dans cette pyramide ne correspondait pas.